Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Il est 14 heures et nous sommes en direct sur Vélo One et sur Facebook. Et j'ai un invité. Il s'agit du docteur Mété Samuel. Bonjour docteur, comment Bonjour allez-vous? David, bonjour aux auditeurs et Oui, bonjour à Marie-Ange aussi. oui. Bonjour aussi à Bonjour. Marie-Ange. Ça va Bonjour. Marie-Ange? Oui, ça va très bien. Et vous? Oui, oui. Alors je rappelle à tous les auditeurs, aux internautes, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Voilà, donc moi et Marie-Ange, nous allons donc animer cette émission cet après-midi. Je rappelle pour toute information concernant donc le serveur 1, si vous avez des problèmes d'écoute, vous pouvez donc basculer sur la radio 2. Alors docteur Mété Samuel, Oui. alors qui vous êtes? Allez-y. Voilà. Bon, c'est une très belle question parce que c'est la question que je me pose chaque matin en général. Donc, disons que je me définis sur deux dimensions, D'accord? à travers le temps et puis à travers ma vision des choses. Ouais. À travers le temps, je suis, j'aime dire que je suis africain Ouais. euh, et j'ai fait mes études en Afrique au départ et puis D'accord. j'ai créé des entreprises, j'ai créé une dizaine d'entreprises, Ouais. Une dizaine d'entreprises. tout à fait. D'accord. Et puis il y en a neuf qui n'ont pas marché et j'ai appris, il y a une qui a marché. Et puis après, je suis parti aux États-Unis où j'ai fait des études aux États-Unis, j'ai fait un doctorat en économie, j'ai Ouais. fait un MBA, j'ai fait une expertise comptable Ouais. et j'ai commencé à enseigner un peu à travers le monde. Et en France, aux États-Unis, en France, et puis après je suis reparti en Afrique, D'accord. précisément en Côte d'Ivoire. Et là-bas, j'ai commencé à être un peu touché par ce qui se passe en Afrique, la problématique de la pauvreté, plus de 50%, 60%, C'est énorme quand même, non? oui, en dessous de la ligne de pauvreté. Ouais, ouais. Et donc, et de se dire qu'est-ce que je pouvais faire pour changer la donne. Donc, qui rejoint en même temps la vision. Donc, depuis environ 5 ans, j'ai mis sur pied une fondation qui se bat pour apporter, disons, changer la vie de la jeunesse et de la femme africaine. D'accord. Waouh, waouh. Marie-Ange, qu'est-ce que tu penses de... C'est une très belle présentation, non? Oui, oui, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Alors, docteur Mathé Samuel, euh, les créations d'entreprises. Hmm. Créer une entreprise, c'est pas facile, non? Il faut d'abord y penser, non? Ben, écoutez, créer une entreprise, il y a différentes manières. Il y a trois manières de créer son entreprise aujourd'hui. Euh, Si on parle d'une manière informelle, on peut regarder par exemple, si je retourne en Afrique, la bonne dame, comme on le voit au bord de la route qui vend des oranges. Pour moi, c'est une entreprise, C'est c'est une une entreprise. activité, Ouais, ouais, oui. ouais. Euh, ou celle qui vend son aloco, comme on le dit en Côte d'Ivoire, euh, c'est une entreprise Ouais, pour ouais. moi. Et ensuite, on voit le jeune qui a une idée Ouais, et ouais. qui veut réaliser cette idée et qui commence, disons, de manière claire et, et évolue progressivement. Ça aussi, pour moi, c'est la deuxième. Et enfin, on a une troisième manière de créer son entreprise qui est d'avoir un business plan structuré, Ouais, ouais, ouais. fonds d'investissement, VC, capital risque, business angel, etc. Bon, Ça on demande beaucoup de choses sort quand même, la hein. grande artillerie. Ouais. C'est aussi une autre manière. Voilà pour moi les trois manières de créer une entreprise. Et donc aujourd'hui, nous essayons d'encourager toutes ces manières en nous focalisant sur la première. Ouais, ouais, ouais. Docteur Mété Samuel, est-ce que c'est plus dur de créer une entreprise en Afrique ou en Europe? Il y a une différence ou dans n'importe quel continent? Bon, c'est à dessein que je donne ces trois manières de créer les entreprises. Parce qu'en Europe, il est plus facile de créer le troisième type d'entreprise, D'accord? alors qu'en Afrique, il est plus facile de créer le premier type d'entreprise. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, moi j'ai fait toutes mes études supérieures aux États-Unis, comme je le disais tantôt. Aujourd'hui, aux États-Unis, le premier type d'entreprise, tu ne peux pas le créer. Ouais, Alors qu'en Afrique, tu peux t'asseoir, amener ta petite table, t'asseoir au bord de la route et commencer à vendre tes oranges. ouais, ouais, Tu peux te lever et puis prendre des bricoles et puis tu circules entre les voitures au feu tricolore ouais, ouais. et puis tu commences à vendre aux gens. C'est Tu parce qu'il n'y peux, a pas de structure là, au niveau, on va dire, d'une certaine manière. Mais ça, tu peux pas le faire dans les pays développés. Tu peux pas le faire aux États-Unis surtout.
Par exemple, aux États-Unis, tu peux pas venir t'asseoir au bord de la route avec une table et commencer à vendre les oranges. Ils vont te créer des problèmes. Ils vont Ouais, te ouais, demander est-ce que tu as une autorisation ouais, 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 est-ce que tu as un certificat? Parce qu'ils ont réglementé tous les domaines. Même les coiffeurs aux États-Unis, tu dois avoir un certificat, tu dois passer ouais, ouais. un examen, etc. Donc, ce premier type de création d'entreprise, euh, de, de manière controverse, D'accord, est facile à créer en Afrique, d'accord, alors que c'est difficile à créer dans les pays occidentaux. d'accord, Maintenant, le deuxième type d'entreprise, qui est le jeune start-upper, etc., aujourd'hui, je pourrais dire que euh, euh, les, 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 les- l'Afrique est en train de rattraper les pays occidentaux sur le deuxième type d'entreprise à créer. C'est-à-dire qu'un jeune qui a une idée et puis qui va se faire assister pour créer son entreprise. Aujourd'hui, on a de plus en plus dans les pays africains des incubateurs. Dans les différents pays où je vais, je fais le tour de la planète chaque 3 mois. On a donc cela. Et, et ça, c'est déjà très développé dans les pays occidentaux. Mais le troisième type d'entreprise à créer, qui est l'entreprise sophistiquée, complexe, qui va aller soulever, faire des levées de fonds de plusieurs millions de dollars ou de millions d'euros, là, c'est plus difficile à créer en Afrique aujourd'hui, mais plus facile à créer d'accord. en Occident. En Occident, ouais, ouais. Alors, est-ce qu'en Occident, il y a cette histoire aussi d'être formé? Voilà. Alors, à quoi sert la formation, docteur Mété Samuel? Parce que je prends un autre exemple, hein, l'Africain qui est dans son pays a peut-être le talent et le don, en fait, eh ben, qui peut faire la différence, alors qu'ici, peut-être, on demande une formation, de passer par l'école. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Bon, il faut dire que en Occident, on observe, hein, On en observe, Occident, ouais. on observe un certain changement que je trouve dommageable pour l'Occident. On observe un changement dans le sens que ceux qui ont fait la richesse de l'Occident, justement, étaient des gens qui n'étaient pas formés et qui étaient des gens comme on l'était en Afrique D'accord. aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Et aujourd'hui, c'est comme si on tuait ce qui a fait la base de ce développement économique de l'Occident. Et donc, on est dans une situation où tu prends un Bill Gates qui n'a même pas pu terminer sa première année d'université, Ouais, ouais. qui n'a pas pu terminer, et qui crée une entreprise qui aujourd'hui emploie des millions à travers le monde. Donc c'est possible alors, Oui, sans avoir et de diplôme. sans avoir des diplômes. Oui, oui, Bill Gates n'a aucun diplôme, Steve Jobs n'a aucun diplôme, oui. Warren Buffett. Et si tu prends pas, mais également des gens comme Fiat, etc., et qui sont des entreprises familiales au départ, ce sont des gens qui n'ont aucun diplôme, mais qui étaient futés, qui savaient reconnaître une opportunité et qui savaient comment saisir une opportunité. Mais en même temps, l'Europe, l'Occident est en train de tuer cette lignée d'entrepreneurs qui sont futés. Ouais, ouais, Parce ouais. qu'aujourd'hui, on se dit, bon, il faut structurer les choses, MBA, classe, aussi, etc., etc. Alors qu'en Afrique, on a encore cette vague-là de personnes qui sont pas parties à l'école, Ouais, ouais. mais qui sont futées, qui savent reconnaître des opportunités. Et il y a dans la science entrepreneuriale ce débat contradictoire dans les écoles où on se dit que est-ce que l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui est inné, qu'on a dans le sang, qu'on a dans son ADN, ou c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Et ça, c'est un débat contradictoire selon différentes écoles. Mais encore une fois, c'est pour dire que pour la formation, pour moi, ma posture, c'est que, et je rencontre, et je suis en train de terminer un ouvrage, je viens de soumettre la semaine passée, j'ai fait une étude qui a duré 2 ans avec un collaborateur, professeur à l'université de Rennes, Ah, le professeur Koulibaly Siriki. c'est beaucoup de Et travail déjà. oui, on a fait 2 ans de travaux de recherche, on a publié un article, on est en train de le publier, et qui a démontré que l'article est un article qui peut être un article révolutionnaire, parce que nous avons démontré 2 choses dans l'article, dans la recherche. La première chose, on est arrivé à créer, avec cet ami, professeur, on a créé la formule pour calculer le taux d'entrepreneurs, le nombre d'entrepreneurs qu'il faut par pays. Ah oui, Ah oui, par pays. oui, par pays. Donc on Wow. a créé cela. Ouais, Et puis deuxièmement, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé un modèle
qui permet de voir comment est-ce qu'un État peut faire ce que nous avons appelé le JUMP. C'est un modèle mathématique. C'est-à-dire que si le taux d'entrepreneurs ou le nombre d'entrepreneurs qu'on peut avoir dans un pays, c'est par exemple 1 million d'entrepreneurs, et ce 1 million d'entrepreneurs, ça va prendre par exemple 10 ans pour créer ces millions d'entrepreneurs, Ouais, ouais. nous avons créé la formule pour que ça puisse, l'État peut décider de le faire, au lieu de 10 ans, de le faire en 2 ans. D'accord. Ouais. Donc, on a fait ces travaux qu'on a soumis la semaine passée et qui, j'espère, va révolutionner dans le monde ce concept. Et en cela, je me dis alors que former les gens, pour moi, la posture est donc, la formation n'est pas nécessairement ce qu'il faut pour créer une entreprise et avoir du succès. Parce que tant en Occident qu'en Afrique, on a Ouais, des ouais, exemples de ouais, personnes, Bill Gates en Occident, et on peut en citer en Afrique, j'en rencontre tout le temps, ouais, qui, si vous regardez les Nana Benz au Togo, ouais. elles sont milliardaires, elles n'ont jamais mis le pied à l'école. Si vous regardez en Côte d'Ivoire aussi, il y a des gens comme Feu Nsika, qui était un grand milliardaire qui était dans le transport, il n'a jamais mis les pieds à l'école. Donc, tant en Occident qu'en Afrique, on se rend compte que la formation, de par le temps, n'a pas été l'élément déterminant pour D'accord. faire des entrepreneurs à succès. Ouais, ouais, ouais. Une autre question, docteur Mété Samuel. L'école reste quand même obligatoire. C'est important d'aller à l'école. Parce qu'à l'école, on apprend, à l'école, on... J'ai lu une interview de 50 Cent, le grand rappeur. On lui disait, vous connaissez Harvard? Il dit non, mais j'ai des gens qui font faire Harvard et qui bossent pour moi. donc, donc, donc c'est un peu ça, quoi. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, le fait est que, et ça c'est vrai parce que je disais récemment à une conférence que la connaissance en fait tue, au fait. Et je disais aux gens que si j'avais fini mon doctorat en économie avant de créer une entreprise, je ne l'aurais jamais créée. Ah oui. Ah oui. Parce que j'aurais été trop rationnel. Je me serais posé mille et une questions. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est prêt? Est-ce que j'ai fait ceci? Parce que le doctorat m'a formaté comme cela. Est-ce que ouais, c'est Oui, comme je un vois, je vois. chirurgien Ouais, ouais, ouais. qui va se poser des questions avant de faire son opération. Parce que l'entrepreneur, c'est premièrement un fou qui prend des risques. Qui prend des risques. C'est de Parce prendre que, des risques. oui, Ouais. l'entrepreneur, c'est celui qui est un fou, il prend des risques. Et quand je me rappelle toutes les entreprises que j'ai créées, c'était des risques. Je n'avais rien devant, je n'avais aucun marché, je n'avais rien. Mais je me suis lancé dedans comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et certains ont marché et ça a pris du volume. Du volume. Et donc, c'est un peu ça. Donc, quelque part aussi, on se dit que c'est bon la connaissance, hein, mais cette connaissance sans le goût du risque ne fait pas un entrepreneur. Ouais, ouais. Docteur Mété Samuel, est-ce que vous suivez aussi des jeunes? Est-ce que des jeunes peuvent vous demander, on va dire, ben, on ne sait pas comment créer une entreprise, on a une idée, voilà, mais on ne sait pas en fait comment la développer. Ça vous est déjà arrivé? Mais c'est ça l'objectif même de la fondation que nous avons mis en place, D'accord. dans le sens que la fondation FAFED, la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat, la promotion de l'entrepreneuriat et le développement économique, fait la promotion de ce que nous appelons entreprendre à partir de 0 francs. Et ce que nous avons réalisé, c'est que on s'est rendu compte que les jeunes, surtout dans les pays francophones africains, n'étaient pas vraiment enclins vers la création d'entreprises. Et on a fait une enquête et l'enquête a révélé qu'il y avait 3 choses qui bloquaient les jeunes dans la création d'entreprises. La première chose, c'est l'accès au crédit. C'est-à-dire, les jeunes vous disent que c'est parce qu'on n'a pas de financement, on n'a pas accès à du crédit facilement. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'on ne crée pas des entreprises. D'accord. La deuxième réponse qui est venue comme frein, contrainte dans la dynamique entrepreneuriale qui bloque et comme contrainte, c'était la fiscalité. Les jeunes vous disent, écoutez, on ne crée pas d'entreprise parce que, bon, tu crées une entreprise, on va te demander de payer des impôts, en Afrique surtout,
même si tu es à jour, les gardes des impôts, ils vont toujours trouver, un peu comme les assurances, un petit truc, Le petit détail. ouais, le petit détail, et puis on te fait payer des sommes énormes. Et la troisième contrainte, c'était l'accès au marché. On te D'accord. dit, bon, si tu crées ton entreprise et que tu n'es pas le fils du ministre, le cousin du président, etc., etc., le beau-fils de X, de Y, tu ne peux pas avoir accès au marché. Donc ça ne me sert à rien du tout de créer une entreprise si je n'ai pas de marché et que après j'ai des dettes et tout, etc. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé d'attaquer ces trois problèmes D'accord. et de trouver une solution Ouais. à ces trois problèmes. Wow. Parce que, ouais. Donc, au niveau de l'accès au crédit, Ouais. nous proposons donc ce concept que nous appelons entreprendre à partir de zéro franc, Ouais. c'est zéro franc extérieur, qui enseigne aux jeunes comment, par exemple, démarrer une activité, même quand tu n'as pas de financement extérieur. D'accord. Okay. Au niveau de tout ce qu'il y a comme fiscalité, ce que nous avons fait, c'est que nous avons lancé un programme. On a écrit à tous les chefs d'État à travers l'Afrique et Ouais. nous leur disons, nous demandons, il y a 2 ans, j'étais à l'Union africaine en Éthiopie, à Addis Abeba, pour m'adresser à l'Union africaine, et je compte y retourner, où nous avons dit aux chefs d'État, écoutez, défiscaliser les 3 premières années de toute entreprise créée par un jeune Africain de moins de 35 ans. C'est pas facile, non? Nous avons un argument. L'argument que nous avons, c'est que nous avons un slogan, Ouais. on dit 1 million, 10 francs de 1 million sont plus grands que 10 000, que 10 200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous disons aux chefs d'État et aux responsables, aux leaders de pays, écoutez, quand vous prenez des impôts de 10 francs et que vous avez 1 million d'entreprises, ça vous fait 10 millions. Mais si vous mettez des impôts à 10 000 et que vous n'avez que 100 entreprises, ça vous fait 1 million. Donc vous ne gagnez pas. Donc c'est pour dire que quand les impôts sont un peu réduits, ça donne du volume, ça permet aux gens de créer des entreprises. Or, ce qu'on cherche, c'est remplir les caisses de l'État. Ouais, ouais. Donc c'est ce que nous disons. Et ensuite, Ils l'ont bien compris? je pense, parce que le Ghana vient d'adopter. J'ai Wow. rencontré plusieurs ministres en Côte d'Ivoire par rapport à ça. Il y a des élections qui sont en cours et des choses qui vont se faire. Mais c'est que il faut convaincre. Parce que aujourd'hui, la fiscalité, c'est sensible parce que ça devient de plus en plus la source de revenus de l'État. Donc, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Mais nous croyons en cette vision. Et la troisième chose que nous avons fait par rapport au troisième problème qui est l'accès au marché, c'est que nous avons mis en place un réseau. Aujourd'hui, la FAFED a un réseau au travers de 20 pays. On continue de s'étendre dans d'autres pays. La semaine passée, on a commencé une formation, une caravane pour former 200 000 jeunes et femmes. Ouais, on est dans de la masse. Vous êtes Donc, tout seul, non? Non? Ou il y a toute une équipe, non? Non, il y a toute une équipe. J'ai près de 100 personnes qui bossent. D'accord. Ouais. Voilà, toute une équipe. Donc, en fait, ce que nous faisons donc, c'est que nous créons ainsi un réseau à travers plusieurs pays africains, D'accord. de telle sorte que le jeune ivoirien se connecte aux jeunes burkinabés, se connecte aux jeunes botswanais, etc., pour pouvoir faire des choses ensemble. Donc, ce qui un peu bypass le fait de ne pas être le cousin du président pour pouvoir donc, mais c'est vraiment une ouverture, non? Ça permet d'aller beaucoup plus loin, hein, parce que là on parle de plusieurs pays, on sort carrément des frontières. Oui, on sort. C'est la manière de pouvoir couper les liens, parce que, comme on le dit, on n'est pas prophète chez soi. Donc du moment quand vous arrivez dans un autre pays, et tout, etc., on vous regarde autrement et on peut vous ouvrir des choses. La deuxième phase que nous sommes en train de mener, ça c'est la deuxième phase de l'opération, c'est d'impliquer la diaspora. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que la diaspora a 3 choses qui vont changer l'Afrique. Et j'ai été très déçu des choses en Afrique. Et ce qui est encore... ce qui est encore plus, qui augmente la déception, c'est que vous avez des gens, des leaders africains,
qu'ils ont fait l'Occident, qu'ils ont fait les meilleures écoles au monde, mais dès qu'ils rentrent, ils deviennent pires que les dictateurs sergents militaires. Il y a un problème là, très grand problème. Ouais, ouais. Non, mais je disais récemment dans une conférence que je comprends, avant je ne comprenais pas pourquoi un intellectuel qui a fait l'Occident, qui a fait l'Amérique, et qui rentre en Afrique devient un dictateur. Je ne comprenais pas, jusqu'à il y a 2 mois et demi, où j'étais parti visiter un ami qui est président de la République, dont je tais le nom, et on était ensemble, et il y avait un problème. Et de son téléphone, il appuie, il donne une instruction pour qu'on fasse un virement de plusieurs millions de dollars d'un compte à un autre par la Banque centrale. Il appuie, il donne des instructions à 10 ambassadeurs à la fois, que faites ça, 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 bloquez ça, etc. Il appuie, il donne une autre instruction à la police, à l'armée de faire les choses. C'est là que j'ai compris pourquoi les gars devenaient vraiment enivrés de pouvoir. Parce que je me rends compte qu'en un seul bouton qu'il a appuyé, il contrôle le monde. Et après, il se dit, mais si ça tombe dans les mains de mon adversaire, ça peut ne pas être bon pour moi. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve alors avec des gens qui sont assoiffés de pouvoir, etc. Mais ce qu'il y a, évidemment, c'est que on veut changer les choses. On veut changer les choses. Et il y a des gens, par contre, et c'est pour ça que je dis la diaspora a 3 choses, parce que je n'ai plus... je suis désolé de le dire, j'ai plus beaucoup d'espoir dans le leadership africain actuel qui est sur le continent. Ouais. C'est dur, non? Je n'ai plus beaucoup d'espoir de changement par rapport à ce que je vis, j'ai vécu, je continue de voir. Quoi. Ça s'empire, c'est ça? La situation est compliquée? On ne va pas généraliser, mais on va se dire que de manière globale, les choses vont très lentement pour être optimiste. Donc, je fais plus confiance aujourd'hui à se dire que la diaspora est l'instrument qui va changer l'Afrique, pas le leadership africain actuel, par rapport à ce que je vis. Donc, et cette diaspora, je l'ai dit parce que cette diaspora a 3 choses. Du moins, c'est la majorité de cette diaspora. Cette diaspora a la compétence aujourd'hui, ok? Cette diaspora a la compétence et depuis que nous, on a commencé les Delali Awards, je vais l'expliquer tout à l'heure, on se rend compte que, et c'est là, j'étais du waouh! Je ne savais pas que l'Afrique regardait. Est-ce que vous savez que le conseiller artistique de Kanye West, c'est un Ghanéen? Non. Ah bon? Non. Est-ce que vous savez que l'ophtalmologue de Bloomberg est un Africain? Non. Est-ce que vous savez que l'expert, le plus grand expert au monde sur tout ce qu'il y a comme réparation de cuir chevelu, c'est un Congolais? Non. Donc, vous voyez qu'on se retrouve. C'est comme si on était à l'ombre, non? Hein? Toutes ces personnes sont à l'ombre. Non. En fait, on ne les voit pas. Oui, à l'ombre. Oui. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, je me rends compte que c'est véritablement les Africains. Aujourd'hui, ils ont de la compétence. Ils ont de la compétence, ouais. Ils sont partis dans les meilleures écoles, ils ont fait des Harvard, ils ont fait de ceci. Contrairement à 25 ans, 30 ans avant, où tu comptais, est-ce qu'il y a un Africain à Harvard? Maintenant, il y en a qui sont profs. Donc, c'est un peu ça. Il y a du changement. Il y a du changement à ce niveau. Et deuxième chose que la diaspora a et qui a renforcé ma confiance en ce que c'est la diaspora qui va sauver l'Afrique, c'est que la diaspora aujourd'hui a des ressources énormes. Parce que, c'est-à-dire que la diaspora africaine a tellement d'argent. Beaucoup d'argent. Est-ce que globalement et individuellement, globalement, mon doctorat a porté sur l'entrepreneuriat et puis les transferts d'argent. Aujourd'hui, et ça révolte. Ça révolte les pays occidentaux. Parce que le transfert d'argent de la diaspora non africaine vers l'Afrique représente 4 fois l'aide que l'Occident donne à l'Afrique. Ah oui, c'est-à-dire que l'argent que la diaspora africaine collecte chaque année pour aller remettre individuellement à de la famille à l'Afrique représente 4 fois l'aide
que les pays Ah oui, occidentaux donnent à l'Afrique. Donc, ça dérange un peu, oui, ça beaucoup. dérange parce qu'ils se disent, mais attends, Ouais, ouais, ouais. qu'est-ce qui se passe là? On donne de l'argent alors que les gars qui sont là, ils donnent 4 fois le même montant, mais individuellement. Individuellement, ouais, ouais, Est-ce que, ouais. ouais, ouais. Donc aujourd'hui, il y a des projets pour fusionner et puis voir comment est-ce qu'on transforme ce flux financier énorme en une épargne, en de l'investissement, etc. Est-ce que, ouais. Ouais. Donc, et ça, c'est collectivement, mais on va également individuellement. Vous prenez des gens comme Mo Ibrahim, c'est un multimilliardaire. Et quand on a commencé les Delali, j'ai découvert autre chose. C'est les Africains qui sont milliardaires et qui se cachent. Ah, pourquoi se cacher? Hein? Pourquoi? Vous êtes africain ou bien? Oui. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que C'est la peur. c'est la C'est la honte? peur. Non, c'est la peur du mysticisme, en fait. Ouais. C'est la peur de la sorcellerie, du mysticisme et de ce que j'appelle l'effet village. D'accord. C'est-à-dire, dès qu'on sait que vous êtes riche, tout le monde vient vers vous. Tout le monde vient. Il y a des nouveaux cousins. Ouais. Donc, et j'ai remarqué ça, et j'ai remarqué le phénomène quand j'étais au Canada récemment, quand on faisait la première édition du Delali, et quelqu'un m'a appelé pour me dire ah, mais je vous suis sur les réseaux, vous faites un travail formidable, j'aimerais vous rencontrer. Et je dis ok, d'accord. Je l'ai rencontré, il est arrivé dans une Ferrari. C'est un Africain. Je vais dans une Ferrari. Déjà, ça commence bien. Ouais, ça commence très bien. Dans un restaurant UP, discuter, cause. Le gars, il se fait 60 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. 60 millions. Ouais. Il y a Intel qui a voulu les racheter pour 1 milliard de dollars. Il a refusé. Et je lui ai dit, mais il faut que vous participez au concours. Il me dit jamais. Il dit, je veux même pas que mon nom sorte. Ah oui. Même pas Ouais. que son nom, ça. Son nom Ça sort. sort. Ouais. Et qui m'a rencontré pour m'encourager, c'est tout. Parce qu'il aime ce que je fais. Et il n'a pas participé. Et j'ai promis que son nom n'allait pas sortir. Ouais, ouais, ouais. Donc, et ça, j'en ai rencontré 3 ou 4 après. Et ça, ce sont des Africains qui sont sous le radar. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont là. Parce qu'ils ont peur de X, Y, qu'on commence à les poursuivre, tout ça, etc. Ouais, Est-ce que, ouais, ouais. Donc, véritablement, la troisième chose qui me convainc, à part la compétence, les ressources individuelles et collectives, Ouais. c'est les valeurs, au fait. Bon, de plus en plus d'Africains que je rencontre sont conscients qu'il y a des choses qui ne vont pas en Afrique. Et ils sont conscients que c'est parce que nous avons mis en place un modèle qui est anti-valeur, qui est anti-parole donnée, qui est anti-impunité. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et de plus en plus d'Africains que je rencontre dans la diaspora sont révoltés contre ces choses. Parce qu'ils se disent, mais c'est ça qui fait qu'on traîne, c'est ça qui fait que malgré on ait toutes les ressources, malgré le fait que le Congo possède plus de 70% du colbat dont on a tous besoin pour faire tous ces ordinateurs. C'est énorme quand même. Les gens vivent encore dans la pauvreté là-bas. Les gars viennent prendre ça et puis ils font des milliards. Ça fait mal quand même. Oui, ça fait mal. Donc c'est un peu ça. Ouais. Donc de plus en plus d'Africains dans le monde sont révoltés et cette révolte les amène à mieux apprécier les principes, les valeurs, etc. Avoir des modèles de valeurs. Est-ce que, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est positif parce que le langage a changé. Le langage a changé parce qu'ils se rendent compte véritablement de la différence entre la manière dont les choses sont traitées en Occident et la manière dont les choses sont traitées au pays. Et où toute personne n'est au-dessus de la loi. Est-ce que vous voyez? Personne n'est au-dessus de la loi. Et souvent, moi, l'exemple que je donne aux gens, etc., c'est vrai qu'aucune démocratie n'est parfaite en elle-même. L'exemple que je donne aux gens, c'est par exemple sur les États-Unis, où une stagiaire amène l'homme le plus puissant au monde en justice, entre Bill Clinton et Monica Lewinsky.
Parce que, ouais, Il y a quand même un écart ouais, énorme, hein. ouais, Plusieurs montagnes. ouais. En Afrique, tu peux même pas. Ouais, en tant que stagiaire, ton chef de service devant le truc, Impossible. donc c'est impossible. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. donc c'est un peu ça. Donc, ces choses m'amènent à dire que la diaspora est l'espoir de l'Afrique pour pouvoir changer les choses. Et c'est pour ça que nous avons lancé les Delali Awards. D'accord, ouais, Les ouais, Delali Awards, nous avons commencé à identifier dans la diaspora ouais, les personnes qui ont choisi l'entrepreneuriat. ouais, ouais. Nous leur donnons des prix, nous les encourageons à ce qu'ils deviennent des modèles et que on s'est donné 10 ans pour qu'au bout de 10 ans, on change le paradigme et que au lieu d'avoir 20% d'entrepreneurs contre 80% qui font le petit boulot, qui se cherchent, qu'on ait désormais dans la diaspora africaine 80% qui sont des entrepreneurs et puis 20% D'accord. qui font du boulot. Vous touchez Donc, à cette nouvelle génération? Est-ce bien que c'est sûr. un but? Oui, c'est un but parce que c'est cette nouvelle génération qui a cette ouverture. Et la dernière fois, on m'avait invité à une grande conférence, une rentrée scolaire estudiantine à Yamoussoukro. Et c'est le message que je leur ai donné. Je leur ai dit, écoutez, vous êtes le futur, mais ce futur, vous n'avez pas besoin d'attendre le futur pour l'écrire. Vous pouvez l'écrire maintenant. C'est ce qui est merveilleux. Tout commence maintenant, au final. Ouais. Moi, j'ai une question. Quels sont en fait les critères pour participer au Delali? Bon, les critères pour participer au Delali, il y en a trois. Le premier, c'est qu'il faut être déjà de la diaspora. Oui. Donc, si vous vivez en Afrique, vous êtes out. Et ensuite, deuxièmement, il faut avoir une entreprise. Et à ce niveau, on accepte tous les types d'activités. C'est-à-dire que même si vous êtes Informaticien, quelle que soit boulanger, l'activité, ouais. oui, même si c'est une activité individuelle, etc. Et le premier élément fait que ce sont des gens qui sont légalement constitués, légalement établis dans les pays, ok. Je sais que on est entre nous, on peut se dire certaines vérités. C'est pas nécessairement les Africains, mais il y a parfois une frange de la communauté qui n'est pas installée légalement. Oui. C'est-à-dire que qui sont venus en vacances, qui sont restés, qui travaillent avec les papiers Ouais, des ouais, gens. ouais, ouais, On en a tous autour de nous, on va pas en faire une polémique. Et donc il faut vraiment avoir ces papiers légalement, etc. Puisqu'on va vous porter à la D'accord. lumière. Ouais, Ok. alors. Il ne faut pas qu'il y ait de problème après. On va vous dire que quand vous partiez, vous ne pourrez plus rentrer chez vous. Donc la deuxième chose, on se comprend. Donc la deuxième chose, c'est donc il faut avoir son activité. Et son activité aussi, il faut quand même être dans une certaine légalité. Ok. Parce que nous avons devant ces pays occidentaux également pour défendre ces Africains. Donc, pour leur dire, mais écoutez, et c'est ce qu'on a commencé à faire, on a écrit à tous les chefs d'État occidentaux, on est en train d'écrire à tous les chefs d'État africains, Ouais. pour leur dire, mais écoutez, ces gars-là, ils sont en train de payer des impôts dans vos caisses, ils sont en train de créer des emplois, d'employer des gens chez vous, et ils sont en train de créer de l'innovation. Vous avez intérêt à les aider que de les laisser dans une autre situation. C'est ça, c'est Parce ça. que, ouais, 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 ouais. parce que quand ils sont dans le système, ils réduisent les allocations chômage que vous payez, ils créent de la Ouais, richesse. ouais, En ouais, fait. ouais, ouais. Est-ce que, ouais, donc c'est le message que nous sommes en train de donner. Et donc au niveau des Delali, il y a ça, il y a le fait que vous êtes installé légalement, le fait que vous avez une entreprise, et ensuite également le fait que vous avez fait preuve sur la durée, donc généralement on est dans du 2 à 3 ans que vous avez soutenu cette activité pour ne pas se dire que bon, on va lancer quelque chose qui peut mourir rapidement. Ouais. Et ceux qui ont une activité de moins d'un an, ce qu'on fait, c'est que on a la partie business plan, D'accord. c'est-à-dire où vous pouvez souscrire et compétir sur la base d'un plan d'affaires que vous voulez faire. Ah, c'est vraiment une aide, hein. C'est plus qu'un soutien. On espère. Alors, on me pose déjà une question qui vient d'arriver. Alors, je suis africain, j'habite en Europe. Alors, je ne sais pas dans quel pays. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ouais. C'est une bonne Bon, question.
la question qui se pose, c'est que aider dans quel sens, qu'est-ce qu'il veut Admettons, faire? il souhaite, on va dire, créer une entreprise, mais il sait pas comment, Comment il connaît démarrer? pas les bases. Non, c'est-à-dire que il faut voir dans la création d'entreprise, les cas sont différents en Ouais, fait. ouais. C'est-à-dire que c'est une question à laquelle qui aurait requis un peu plus d'informations supplémentaires pour donner une réponse assez spécifique. Mais sans informations complémentaires, ce qu'on peut dire, c'est quoi? On peut dire que si la personne est en Occident, en Europe, généralement aujourd'hui, ce que nous on conseille, et parce qu'on va démarrer en octobre, une caravane pour former 1 million de jeunes entrepreneurs. 1 million, Ouais, pile poil. ouais. Pourquoi ce chiffre 1 million? 1 million parce que on a aux États-Unis, par exemple, les Africains, les Nord-Américains représentent 14% de la population, Ah ouais, mais ils ne représentent que 1% des entrepreneurs euh, euh, corporate. Est-ce que vous voyez? ouais, ouais. Et c'est ça qui est dommage. Et donc, nous pensons que on peut amener ce taux d'entrepreneurs, entreprises structurées, au moins à 7% ou à 8%. Et donc, c'est les calculs que nous avons faits et qui nous amènent à ce chiffre. Et donc, on veut démarrer. On a reçu des soutiens. On est en train de discuter avec d'autres universités, MIT, des amis à Harvard, et tout, etc. Le ministère du Commerce américain nous a donné son soutien. Donc, on est en train de faire un certain nombre de choses. Et si on prend, par exemple, dans le, quelqu'un qui vit en Europe Ouais. et qui veut créer son entreprise, ce que nous conseillons aujourd'hui généralement, c'est de regarder des choses dans la communauté. Et la communauté va servir euh, de, de, de phase de phase de test et de pilote. Parce que c'est plus facile à faire, c'est plus facile de toucher les gens, Il faut faire des etc. tests, c'est important. Ouais, non, c'est très important. Ouais. Donc, à ce niveau, celui qui veut créer son entreprise, s'il arrive à identifier des besoins dans la communauté et qui peut satisfaire ces besoins, c'est un premier pas. Parce qu'il peut commencer dans l'informel en étant ici, quand il travaille dans la communauté. Moi, j'ai une cousine éloignée, bien sûr que je ne donnerai pas son nom, Oui. qui Bonjour vit, cousine. qui, qui vit aux États-Unis Ouais, et qui se fait beaucoup d'argent ouais. avec de la coiffure, les tresses, les nattes dans son sous-sol, Ouais. quoi, tranquillement, quoi. Est-ce que vous voyez? Bon, ça, elle n'est pas la seule, beaucoup le font, etc. Ce sont ce genre d'activités, mais progressivement, ce que nous disons, c'est que il faut aller vers la formalisation. D'accord. Est-ce que vous voyez? Ouais. Mais ce qui est intéressant, le grand conseil que je peux lui donner, déjà, c'est d'identifier des activités dans la communauté africaine, événementielles, et tout, etc. Parce qu'aujourd'hui, la communauté devient de plus en plus large, forte, et que nous descendons vers la deuxième, la troisième, la quatrième génération, comme je l'ai dit, d'Africains de la diaspora, Ouais, ouais. qui ont un seul passeport. Hier, avant-hier, j'ai pris un taxi. C'était un jeune noir qui conduisait le taxi. Je lui ai dit, vous êtes d'où? Il me dit, je suis de Paris. J'ai dit, non, vous êtes d'où? Il me dit, non, je suis français. J'ai dit, ok. Tes parents viennent d'où? Il me dit, mes parents viennent du Mali. J'ai dit, ok. Il dit, bien, je vous ai répondu comme ça parce qu'on passe le temps de poser la question. Je n'ai qu'un seul passeport. J'ai un passeport français. Je suis né en France. Je me considère autant français que le blanc. Mes enfants sont français. Et je ne vois pas pourquoi je dois dire je viens d'où. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a ici des deuxième générations, des troisième générations qui vont encore de plus en plus se comporter comme ça. Et on a encore la chance on en est à la deuxième génération et qui encore savent que, bon, je viens de l'Afrique. Ah, Tu vois. Et la dernière fois, quelqu'un qui est une amie proche de... C'est Ramayadé. C'est ça, non? ouais. Ramayad. Ramayad. Ramayad, qui est proche des Ramayad, Ouais.
qui me parlait de comment elle est vraiment, bon, je ne porte pas de jugement de Oui, valeur, oui. qu'elle est vraiment française dans sa tête. Tu vois, français dans sa tête, pure. Son compagnon est français, etc. Bon, français caucasien, comme le disent, blanc, comme le disent, caucasien, comme le disent les Américains. Et elle est française dans sa tête, tu vois, française pure, point final. Donc, ça, ça fait que on aura de plus en plus un type de communauté. Mais encore une fois, pour revenir à l'essentiel, c'est de se dire que le premier conseil que je vais lui donner avec les informations qu'il a fournies, regarde quelque chose au niveau de la communauté africaine, un besoin, quelque chose, et commence à les satisfaire parce que dans la communauté, on a quand même encore, en tant qu'Africain, ce lien où on ne se trahit pas, un peu comme dans une mafia, où Mais on il y a ne de la se trahit concurrence aussi, pas. non? Oui, il y a La la concurrence concurrence, est mais on toujours ne se là. trahit Oui, pas quand même d'une certaine manière. Tu vas pas voir un Africain aller prendre, c'est peut-être une exception, Ouais. mais tu vas pas voir un Africain aller prendre son téléphone pour dire, bon, écoutez, immigration, il y a mon frère qui est ici, il n'a pas ses papiers, ou bien il est en train de faire des mèches à quelqu'un. Je n'ai pas vu sa déclaration d'impôt, venir l'arrêter. Non, on ne le fait pas encore. Donc, oui, j'espère qu'on ne va pas le faire. Donc, le grand conseil, c'est que regarde dans la communauté des d'accord. choses et commence déjà à le Ouais, faire. ouais, ouais. Et puis, progressivement, va vers la formalisation. Ouais, 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 ouais. Alors, il nous reste 7 petites minutes. Si vous avez d'autres Wow. questions, n'hésitez pas à les poser. Nous sommes en direct sur Victoire Live L1. Docteur Mété Samuel, j'ai une autre question. Ça concerne le digital. OK. Le digital a pris de plus en plus de place. Est-ce Mhm. qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de créer une entreprise avec l'aide du digital? Parce qu'on peut créer aussi à distance, on peut avoir son numéro serré. Mhm. Et c'est plus facile maintenant d'influencer, voilà, de partir dans plusieurs pays. Le digital a apporté quelque chose en plus pour Bon, l'Afrique? c'est-à-dire qu'il faudrait voir, il faudrait voir. C'est, 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 c'est un constat mitigé, hein. Parce que l'année passée, j'ai lancé une caravane de 10 000 jeunes, à créer 10 000 jeunes entrepreneurs dans le digital. Et c'est mitigé parce que un de mes derniers bouquins, je dis, bon, j'ai dit j'ai coécrit avec un ami professeur Bernard Bruno, et j'ai dit, bon, écoutez, moi je veux que les gens, parce que quand on a fait le calcul, le livre devait coûter autour de 20 euros. D'accord. J'ai dit, mais non, écoutez, moi je veux que les Africains lisent ce livre. 20 euros, ça va pas passer en Afrique. Et puis je demande à l'éditeur, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire, pour que ça soit un prix. Il me dit, bon, écoutez, si vous voulez que ça soit un prix vraiment abordable, que les gens puissent l'acheter en Afrique, il faut le faire en numérique. J'ai dit, ok, d'accord, allons-y. Parce qu'il me refait le devis en numérique, le livre revient à 3 euros, D'accord. de 20 euros. Il dit, ah, mais ça c'est bien ça, on en relance. Bon, on lance le bouquin, après 6 mois, on en a vendu que 10 quoi. Il y a un problème là. Il dit, donc après, quand je descends, je demande au gars, mais pourquoi on en a vendu que 10? Il dit, mais Samuel, ton livre là, nous ici, tu veux télécharger ça, bon, ça prend une journée quoi. Avec le taux de vitesse. Est-ce que ouais. Donc c'est un peu ça. Ouais, c'est. Et Ouais. j'ai mon directeur pays, parce qu'on est dans une vingtaine de pays, j'ai mon directeur pays au Tchad, et quand je lui envoie des messages WhatsApp, je me rends compte que il répond pas, il répond 2 jours après, je m'énervais. Et puis après, Tu es où? quand je suis parti au Tchad, j'ai compris que le giga Ouais, ouais. coûtait près de 100 euros. Ah oui, Ouais. donc il y a Et, ça qu'il faut prendre en compte dans et tous les pays. que Ouais. il était obligé de se connecter à des heures précises. Ah dans oui. les jours. Est-ce que Ouais, vous voyez? ouais, ouais, Oui. Ce qui fait que quand on parle de digital et de numérique, ouais, ouais. et aujourd'hui les États africains, bon, ils se font plein de sous dessus parce que ils ont pris les sociétés de télécom comme des vaches à lait. Parce que tout le monde a son téléphone. Aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, qui fait partie avec le Sénégal des pays où le débit est peut-être relativement, le débit est peut-être assez intéressant. Même ces pays aujourd'hui, tu achètes ton pack internet, ça se finit en une semaine, quoi. Ouais, Ce ouais, qui, ouais. avant, on te prenait un mois, aujourd'hui en une semaine c'est fini, Ouais. quoi. Et moi, je dépense autour de. euh, moi, je dépense autour de 400 euros 400 euros. juste en termes d'internet Par semaine ou par mois? par mois.
C'est énorme, Ah, ouais. 700 euros. En Ah tout oui. cas, c'est Ici, ça représente plusieurs abonnements. ouais. Oh oui, Ouais, effectivement. Donc, par rapport au travail que je fais, alors qu'aux États-Unis, ouais. je fais le même travail, je dépasse même pas 40 euros, 10% de ça. 10% de ça. Ouais, Je dépasse même ouais, pas. ouais. Aujourd'hui, si l'Afrique passe au digital, si l'Afrique, toute l'Afrique est raccordée en fibre, est-ce que ça permettrait de rattraper un retard? Oui, c'est possible. Récemment, j'ai participé à une étude sur ce qu'on a appelé les zones blanches. J'étais avec, l'étude était dirigée par mon grand ami Ouattara Alakoun. On a essayé d'analyser vers le nord de la Côte d'Ivoire, par exemple, les zones qui n'étaient pas couvertes par L'Internet. le data, Ouais, le data, etc. Et l'objet de l'étude, c'était de trouver euh, euh, des moyens de couvrir ces zones. On a fait l'étude et puis après j'ai regardé, on m'a envoyé un de mes amis aux États-Unis m'a envoyé un document et je leur ai dit bon, on est passé à côté quoi de l'étude parce que le document, nous on a fait les plans de ceci, plein de compétences et tout. Et le document qu'on m'a envoyé disait que il y avait un Américain, maintenant Facebook a repris le truc, qui a lancé le OneWeb. Le OneWeb, c'est une approche où ils vont lancer à peu près 10 000 satellites D'accord. et de bas niveau, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop loin dans l'espace. Ouais, ouais. Et il va couvrir, quadriller toute la Terre. Waouh. Et il offre l'Internet gratuitement. Il offre Ah ouais? l'Internet gratuitement. Gratuitement. Mais c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux pourquoi? C'est dangereux parce que, un, ça voudrait dire que il tue toutes les sociétés de télécom. Ouais, Deuxièmement, il contrôle vos données. ouais, Ouais, ouais. effectivement, Ok. pirater. Il contrôle vos données. Et troisièmement, euh, il a accès à tout ce qu'il y a comme national security. Parce que dans les États, ils ne comprennent pas, ils se sont sautés dessus, quoi. Ils se disent, waouh, le truc est gratuit, C'est l'occasion. oui, etc. Bon, on a fait des notes, mais bon, ça dépend. C'est pour ça que je dis, je suis un peu déçu du leadership africain. Ouais, 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 je comprends. Ils ne comprennent Ouais, pas ce qui se passe. ouais, ouais, ouais. Alors, nous allons entrer dans la dernière partie. Marie-Ange, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non. Non. Oui. Non. Alors, dernière partie, il nous reste quelques minutes. Docteur Mété Samuel, est-ce que vous avez un compte Facebook, un compte Twitter? Je suppose que oui, non? Oui, bien sûr. Le site web Mais- également. Ouais, donc je pense que mon compte Facebook, c'est Samuel, Ouais. comme vous l'entendez, Maté. Maté, c'est Mathey. D'accord. Samuel Maté. Bon, si vous faites Google, sur Google, vous mettez Samuel Maté. Encore une fois, Maté, c'est Mathey. Vous allez me retrouver. Vous verrez entrepreneuriat. Ou bien vous mettez entreprendre à 0 francs, Samuel, vous verrez plein de vidéos qu'on a faites. Vous verrez mon compte Facebook, mon compte Instagram qui est fourni chaque jour. On fait plusieurs publications. D'accord. Euh, Vous êtes vraiment digital, hein? Oui. Hein? oui, et on va lancer, un de mes troisième projets qu'on lance bientôt. Donc, D'accord. j'en profite de votre lucarne pour Ouais. appeler les gens. Ouais. On a un troisième projet au-delà des Delali Awards, de ceci, parce que la FAFED est en train de créer une armée d'entrepreneurs en Afrique. D'accord. Avec les Delali Awards, où on veut créer une armée d'entrepreneurs dans la diaspora Ouais. et connectés. Et on va lancer dans les semaines qui arrivent un projet sur lequel on travaille depuis environ 2 ans et demi, qu'on est en train de tester, et qui est appelé Gouv Baromètre. C'est un projet qui va surveiller un peu les opinions, bon, surveiller, qui va un peu collecter les opinions politiques, etc., à travers le monde entier. C'est-à-dire que dans le projet est né au fait, quand j'étais en cabinet ministériel, je me suis rendu compte que les conseillers passaient leur temps à mentir aux ministres et pour sauver leur poste. Pour sauver leur poste, ils leur racontaient ce qu'ils voulaient entendre. Et je me suis rendu compte que l'Afrique n'était pas une exception. Et puis je me suis rendu compte également que la population n'avait pas de, de, de moyens de s'adresser directement à des élus, etc. Donc on a créé une plateforme qui s'appelle Gouv Baromètre, qu'on est en train de tester. Ouais. Et sur cette plateforme, tout individu lambda
peut aller et envoyer un message à un ministre, à un élu, Ah tout oui. ça, etc. Ah oui. Le noter sur 10 critères. D'accord. On a identifié 10 critères. On a travaillé avec des gars de Sciences Po et on a noté 10 critères qu'on peut les noter et tout ça, etc. Et on les note. Et ensuite, de l'autre côté, le ministre, par exemple, non pas qu'il n'a plus besoin de ses conseillers, mais il peut aller directement sur la plateforme et savoir ce que les gens Ah, pensent de lui super. Wow. et sur quoi les gens le critiquent. Des fois, c'est bien de recevoir des Des critiques. critiques. Oui, Oui. non, mais Oui. Mais c'est je tout trouve que bénéf c'est pour une, tout le monde. je trouve que c'est une très belle plateforme. Donc, on a notre partenaire sur Paris, Guillaume Gascari, qui va gérer ça. Mais sûrement qu'on aura l'occasion d'en parler durant une autre émission. D'accord, ok. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir écoutés. Alors, un mot de fin pour toutes les personnes qui vous écoutent, parce qu'on vous écoute La dans jeunesse plusieurs aussi pays, en dans à peu près particulier. dans Oui. 23 pays, et ici même en France. Est-ce que vous avez un message à adresser à celui peut-être qui se pose la question, eh ben moi, bon, je suis africain, mais bon, je pense que c'est pas possible d'avoir une entreprise, ou eh ben en fait, eh ben, on me juge trop facilement, donc eh ben, je me limite à ça. Quel message de fin pourrez-vous dire à toutes ces personnes qui nous Ah ouais, écoutent? avant de dire le message fin, je tiens à remercier, à te remercier David pour le travail que tu fais, parce que tu es un entrepreneur également, je pense que tu fais de ce critère. À remercier également Marie-Ange, qui fait aussi un travail formidable de connexion, et tous les auditeurs à travers ces 23 pays, à travers le monde, ceux qui liront après et ceux qui verront après. Ouais. Et disons que mon message de la fin, ça serait quoi? Ça serait que véritablement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que la peur, c'est ça qui tue. Est-ce que ouais, vous pouvez oser. Et pour moi, aujourd'hui, ce que nous prêchons en termes de dire que vous êtes capable de monter une entreprise en tant qu'Africain, vous avez les mêmes capacités que le blanc, le chinois, etc. Et que ce qui va changer l'Afrique, c'est qu'on ait 80% d'entrepreneurs au lieu de 20% d'entrepreneurs, qu'on ait 80% d'entrepreneurs. Et nous, on a fait un travail, comme je l'ai dit, pour calculer ces choses. Et aujourd'hui, donc, c'est un appel à tous les Africains, que ce soit en Afrique, dans la diaspora, à aller plutôt vers l'entrepreneuriat. C'est ce qui peut vous libérer. C'est pas un chemin facile, mais c'est le chemin qui peut vous amener à réussir. Si vous prenez Bill Gates, comme je l'ai dit, quand il a quitté Harvard en première année, et si vous lisez sa biographie, il a traversé des périodes extrêmement difficiles où il a été rejeté. Mais aujourd'hui, il est un des hommes les plus riches au monde. Ouais. Est-ce que ouais. Mm. Donc, c'est un peu ça. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est du risque. C'est beaucoup de sacrifices parfois. Avec même les gens qui sont autour, parfois on doit les sacrifier dans le sens qu'on n'a pas nécessairement le temps et tout ça, etc. Mais à la fin, quand on est établi, on en tire les fruits et ce sont des fruits dont tout le monde en bénéficie. Ouais. Donc c'est mon appel. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez, hein, docteur Ce sera avec Samuel, plaisir, David. Ça pour un sera autre avec plaisir. thème. Et merci aussi à Marie-Ange, ouais, d'avoir aussi participé à cette émission. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rendre ce soir à partir de 21h dans le forum live où en fait on va analyser bien sûr cette émission uniquement à la radio. Quant à nous, on se retrouve tout à l'heure pour un autre live à 19h30. On rend l'antenne et à très bientôt. Merci, ciao ciao. Ciao.